continue par l'intervention du docteur Dominique Juzot, qui est centré sur la qualité de l'accompagnement au sein des nouvelles organisations. Le docteur Juzot a accompagné beaucoup de structures au cours de son parcours professionnel. Et donc, c'est très intéressant. Je vous remercie de nous faire ce retour en partant de votre expérience. Merci beaucoup. Merci aussi au GPF de m'avoir sollicité. Puisque les conditions extérieures ne sont jamais totalement déterminantes, nous allons partir du principe que tout va bien et que, voilà, je vais essayer de vous apporter des éléments positifs pour regarder la situation. Puisqu'on regarde vers demain. Donc demain, déjà, c'est plein d'espoir. Et on me demande quelle autonomie pour les professionnels. Peut-être que ça va dépendre un peu de ce qu'on appelle l'autonomie de la personne polyhandicapée. Ce ne serait pas impossible totalement. Et de la réciprocité des deux choses qu'on a entendues aujourd'hui et hier. La confiance. Je vous rappelle que la confiance, c'est un mot très fort. Ça veut dire la foi dans l'autre. Et puis l'engagement, dont nous avons pu être témoins tout au long de ces 2 journées. Les professionnels sont engagés, les familles sont engagées. Vraiment, tout le monde est engagé ici. Alors, oui, moi je suis médecin de santé publique, c'est-à-dire que je suis un médecin qui ne soigne personne et qui s'occupe d'une population. Ma population de référence, ce sont les personnes handicapées, depuis un certain temps, avec une trajectoire professionnelle qui m'a amenée effectivement à aller dans beaucoup d'établissements, de très très nombreux établissements, et à discuter avec beaucoup de professionnels et beaucoup de familles, à être parfois violemment interpellés par des familles ou par des professionnels d'ailleurs. Et voilà. Et j'ai aussi eu la chance de constater des choses très très positives. Voilà, depuis Monsieur Tardieu, et puis depuis Elisabeth Zuckman, on ne peut pas l'oublier, et Stanislas Tomkiewicz, qui sont vraiment les fondateurs de ce que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, nous avons progressé. Il y a eu des éclosions multiples, des avancées majeures, des soins qui sont devenus remboursables, parce qu'en 1962, les soins pour les polyhandicapés, ce n'est pas remboursable puisqu'ils sont incurables. Donc, ça ne sert à rien de les soigner. Donc, on part de quelque chose de quand même terrible. La formation des personnels, on faisait ce qu'on pouvait, quoi. Et en 2016, on a un volet polyhandicap de la stratégie nationale de santé. C'est quand même un peu magique, d'une certaine façon. Et en 2020, grâce à ce volet polyhandicap, on a 2 documents qui sortent et qui sont aussi fondateurs pour le secteur. Excusez-moi, je perds mes mots, c'est l'émotion. Le protocole national de diagnostic et de soins génériques sur le polyhandicap, produit par la filière déficience, et puis la recommandation de la Haute Autorité de Santé sur l'accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité. Ces 2 démarches qui ont été concomitantes et pour lesquelles tout le monde en France a eu la chance d'avoir des experts qui se sont entremêlés et qui ont réalisé 2 documents qui sont cohérents entre eux, ce qui est assez extraordinaire quand on sait qu'il y en a un qui est quand même très sanitaire et l'autre qui est totalement médico-social, très médico-social, avec un engagement très fort. Je vous rappelle que l'engagement, j'en ai déjà parlé, des experts nationaux, parce que ces experts, ils travaillent sans arrêt. On a du mal à les avoir pour des groupes de travail d'ailleurs, parce qu'ils travaillent tellement qu'ils n'ont pas le temps. Et il a fallu écrire en même temps sur les secteurs sanitaires et sur le secteur médico-social, et ça a été une aventure extraordinaire. Donc, le PNDS, il a rassemblé vraiment l'expertise médicale, et c'est vraiment très, très important. Et la première chose, ça a été, je ne vous le dis pas, ça a pris 1 an, l'accord sur la définition du polyhandicap.
Bon, vous savez qu'en 2017, il y a eu un décret sur le décret du 9 mai 2017 qui a redéfini le polyhandicap, donc qui a donné une définition officielle. Mais il a fallu qu'on présente dans le PNDS cette définition. Et la première fois qu'on a présenté à la Société française de neuropédiatrie la définition du polyhandicap, on nous a dit « à la poubelle, vous refaites, parce que ça ne va pas du tout. Vous avez écrit 10 pages, mais il faut une page. » Bon, ben on a réécrit une page avec les 10 pages. Et on a pu alors obtenir la validation et surtout la partager avec toutes les instances et même la faire partager avec la Haute Autorité de Santé. Donc c'est la même définition qui sous-tend les deux démarches. Et puis ensuite, donc sollicitation des experts dans tous les domaines, avec toutes les lenteurs que ça suppose, puisque les experts sont surchargés de travail. Et donc pour écrire, il faut du temps. Ce temps qu'ils prennent le soir, la nuit, pendant leur garde, enfin voilà. Donc ça a été vraiment intéressant de faire tout ce travail et de les solliciter. Et puis dans un PNDS, il y a toujours une synthèse, parce qu'il faut une synthèse pour les médecins généralistes, pour que le médecin généraliste puisse prendre connaissance de tout ce qui est dit par ses experts, lui qui n'est pas un expert. Donc la commande, une synthèse 4 pages. Donc, synthétiser un document de 120 pages en 4 pages, pas de problème. Et donc, on a vraiment essayé de faire ce travail de synthèse et je crois que ça a été une bonne chose. Et la recommandation HAS, qui vivait sa vie pendant le même temps et qui a produit 6 livrets indépendants, parce que, vous voyez, c'est une recommandation, mais c'est 6 livrets et c'est 40 experts, c'est plus d'une centaine de relecteurs, c'est la cohérence avec le PNDS. Je n'ai pas passé la diapo, excusez-moi. Voilà, les 6 livrets de la recommandation HAS. Et ce qu'il y a de bien, c'est que si vous avez 6 livrets, ben, une recommandation, vous n'êtes pas obligé de la travailler d'un seul coup. Alors, dans chaque livret, il y a des chapitres, et c'est ça qui est intéressant. Dans un établissement, on ne peut pas travailler tout à la fois, donc on travaille par petits pas. Ben, on choisit son chapitre, et puis on travaille sur ce chapitre-là. Et puis une autre fois, on travaillera sur un autre chapitre. Et ça, c'est fait pour ça. Et tiens, au passage, ça donne un peu d'autonomie aux équipes. Les experts se sont posés des tas de questions. Et donc, ils les ont formulées. Et ils vous les formulent. Et la recommandation, c'est une recommandation pleine de questions. Donc, prendre en compte la santé dans la vie quotidienne, ça a été aussi le souci. Et c'est là qu'il y a eu la correspondance entre la recommandation et le PNDS. C'est qu'on a insisté sur le fait de prendre en compte la santé toujours dans la vie quotidienne. Mais on avait aussi la chance d'avoir des outils. Et ces fameux outils dont on a vaguement parlé dans le courant de ces 2 jours, comme par exemple le CP, comme par exemple le CHESEP, comme par exemple la stimulation basale, qui sont apparus depuis un certain nombre d'années, mais qui se sont progressivement perfectionnés, ces outils nous permettent de faire beaucoup mieux. Ce rassemblement d'expertise nous permet de connaître, d'avoir une base de travail sur le polyhandicap à laquelle vous pouvez vous référer aussi quand vous travaillez. Et ça, c'est important. Et puis, ce qui a été aussi excessivement important, c'est l'histoire des regards croisés. On vient de parler dans la qualité de vie au travail des regards croisés, je dirais, entre les salariés, la direction, les organisations syndicales. Bien ici, c'est les regards croisés entre des professionnels de santé, la personne polyhandicapée et la famille, les proches de cette personne. Et ces regards croisés qui ont été énormément importants dans les outils présentés dans le CP, dans le CHESEP, etc., et qui sont vraiment une façon de travailler et qui permettent, à ce moment-là, de développer les potentialités de la personne en vue d'une autonomie maximale.
et par le biais d'objectifs. Donc vous avez maintenant des outils de travail qui vous permettent de vraiment améliorer votre travail. L'expertise des familles, je crois que c'est très important d'y revenir. On a bien vu hier que dans la recommandation HAS, dans l'argumentaire, on a vu des travaux scientifiques qui ont permis effectivement d'appuyer la reconnaissance de cette expertise des familles. Et je pense que c'est aussi une source immense de travail pour les années qui viennent, parce que comment on va faire pour intégrer cette expertise des familles dans la pratique d'un établissement. Et puis bien sûr, en 2020, le PNDS, la Reco HAS, somme de connaissances qui ont été réalisées évidemment en lien avec des familles. Et j'ai mis ces deux photos parce que ces deux photos sont des photos d'enfants polyhandicapés et de l'importance de tout ce qui se vit avec eux, et en particulier dans les familles, et de tout ce qui peut se construire avec les familles. Et je pense que l'articulation des savoirs entre la famille et les professionnels peut permettre, et la seule chose qui permet, un véritable accompagnement personnalisé de la personne polyhandicapée. Et cela aura des répercussions positives, durables, sur tout le parcours de vie de la personne polyhandicapée. Alors bon, là, vous allez me dire, oui, on est dans le monde des bisounours ici. Donc, 2022, où on est ? 2022, on a eu dur pendant 2 ans quand même. Donc, on a fait le point hier sur tous les ravages de la pandémie, l'épuisement professionnel, le manque d'expertise, le manque de reconnaissance, et c'était terriblement décourageant. Mais je crois qu'il faut aussi souligner les atouts de ce secteur. La motivation est forte, la motivation de terrain. Je rencontre des professionnels tous les jours dans des formations. Et j'ai rencontré dans ce congrès des professionnels qui m'ont expliqué qu'ils aimaient leur travail, que c'était leur vie, que c'était important pour eux ce travail et qu'ils l'avaient choisi. Et donc ça, c'est important. Et on a parlé aussi de cette fameuse créativité. Les propositions concrètes d'outils de développement, eh bien, c'est issu de la créativité de ces professionnels. Alors voilà, on dit qu'il y a 3 axes de progrès à vérifier. L'évaluation des établissements, la formation et l'adaptation du projet individuel. Donc, on va aller relativement rapidement, parce que presque tout a été dit quand même avant que je parle. Donc, alors, les mots qui fâchent, évaluation, certification, enfin bon, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé exactement, on sait laquelle on préfère, mais voilà. Il y a des référentiels qui sont sortis, comment on les intègre, comment on y met nos valeurs et comment on les décline dans le quotidien de la personne, des équipes, pour l'autonomie et l'autodétermination des équipes. Comment on pratique ce croisement des regards, parce que c'est très beau de dire le croisement des regards, mais comment on met ça en œuvre dans un établissement? Et toujours en étant bien sûr au plus près de la personne. Au plus près de la personne, ça veut dire avec une communication avec elle. Et Dieu sait que la communication avec les personnes polyhandicapées, c'est bien un sujet qui reste bien difficile, bien complexe. Et puis il y a aussi cette question critique de la douleur, parce que la douleur, c'est la compagne du polyhandicapé journalière. Donc, comment on va faire? Comment, dans les référentiels, on va se débrouiller pour parler de tout ça? Ces référentiels, ils sont encore à découvrir. Ils ne sont pas tous terminés, puisqu'il devrait y en avoir un spécifique pour le polyhandicap, on l'espère. Mais il va falloir se les approprier pour pouvoir avancer, parce qu'on y passera quand même. La formation. La formation, c'est la formation tout au long de la vie. Alors, je vais commencer par la formation tout au long de la vie pour les personnes polyhandicapées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont chacun un projet. Ça veut dire que l'importance des apprentissages qui a été soulignée tout à l'heure, y compris à l'âge adulte, puisqu'il n'y a pas de raison de s'arrêter d'apprendre quand on est adulte. On est tous obligés de se former dans nos métiers, de continuer à avoir de la formation continue. Pourquoi les personnes polyhandicapées n'auraient-elles pas de la formation continue?
Alors peut-être qu'il faudra s'adresser aux organismes de formation pour adultes, parce que, évidemment, les enseignants, ils ne vont pas venir dans les établissements pour adultes, mais pourquoi pas? Il faut inventer. Et il faut avoir un regard toujours valorisant pour pouvoir permettre l'acquisition de nouvelles compétences, et en particulier des repères dans le temps, et des repères de communication, etc. Pour les personnels, tout à l'heure on a dit il faut du temps et des compétences. Oui, il y a toujours un travail d'équipe, mais quelquefois on a intérêt à mélanger les équipes, entre le sanitaire et médico-social par exemple, c'est un exemple, ou entre établissements. Et il faut que chacun ait un projet professionnel. Quel est votre projet de vie, vous les professionnels? Parce que c'est la première chose qu'on demande aux personnes polyhandicapées qui font un dossier MDPH, quel est leur projet de vie? Donc les parents ils se retrouvent devant cette demande. Ben moi je vous le demande aussi, quel est votre projet de vie? Comment vous allez faire pour vivre votre travail, pour confronter vos pratiques, pour partager vos habiletés, parce que vous en avez des multiples, pour partager vos trucs et astuces? Voilà, je pense que c'est très important tout ça. Et puis, troisième chose, le projet individuel avec l'évaluation préalable. Figurez-vous qu'autrefois, comme ils étaient incurables, déficients, etc., l'évaluation, on ne les évaluait pas. De toute façon, il n'y avait pas d'évaluation pour la déficience, il y avait des évaluations motrices qu'on pouvait faire à la rigueur, mais qui arrivaient vite à leur limite. Et donc, voilà. Tandis que là, maintenant, tout au long de la vie, on peut les évaluer. On a des bilans à faire. C'est écrit dans le PNDS, tout ce qu'on doit faire, et avec la temporalité où on doit le faire, etc. Et dans la reco, comment aujourd'hui la personne peut-elle mieux profiter de sa vie? Qu'est-ce qu'elle aime? Comment doit-on faire, tous autour d'elle, pour qu'elle mange sans fausse route, par exemple? Comment peut-on leur procurer des activités enrichissantes et jusqu'à quel point on les inclut dans la programmation de ces activités? Comment peut-on leur permettre de vivre une relation individuelle? Comment peut-on leur permettre de vivre des relations entre eux, les enfants ou les adultes polyhandicapés? Là aussi, il y a des questions d'organisation, je pense. Et comment on peut leur permettre de maîtriser un peu plus leur environnement, les déplacements, la tenue, l'habillement, etc., etc. Comment allons-nous nous organiser pour rendre ces choix possibles? Alors, je ne fais que poser des questions, mais c'est normal parce que c'est vous qui avez les réponses. Et c'est vous qui allez les donner dans les années qui viennent. Moi, je ne peux pas les donner, les réponses. Mais je sais que je vais vous faire confiance, parce qu'avec tout ce que j'ai entendu, c'est impossible de ne pas vous faire confiance, parce que vous allez tous être dans une dynamique de projet. D'abord, un projet par personne. Et ça, vous ne pouvez pas vous imaginer. En 1990, on a dit aux gens, même dans les établissements pour adultes, il faut un projet individualisé. Mais il y a des gens qui sont tombés raides. Ils ont dit, non mais attendez, vous foutez de nous, quoi. Un projet individualisé. Il arrive à 20 ans, et puis voilà, c'est bon. Il est là sous-entendu, jusqu'à ce qu'il meure. Excusez-moi, c'est un langage un peu fort, mais c'était vraiment comme ça que c'était perçu. Et petit à petit, grâce à tout ce dont je viens de vous parler, eh bien, on peut mettre en place des dynamiques de projet avec des objectifs concrets, des révisions régulières et une inclusion bilatérale. Ce que j'appelle inclusion bilatérale, c'est ce dont vous avez parlé. C'est-à-dire que l'inclusion, ça va vers l'extérieur, mais aussi c'est l'intérieur qui rentre dans l'établissement. Et ça, c'est de l'inclusion bilatérale. Et les deux sont possibles. Les deux sont possibles à des moments différents, de façon différente. Mais ça, c'est important. Et surtout, surtout, avec la participation des proches. Parce que la dynamique de projet, elle ne peut pas se faire sans la personne et sans son entourage proche. J'ai essayé d'être rapide. Mais voilà, je pense que ce qui nous rassemble ici, c'est la passion que nous avons pour ce travail, pour ces personnes.
Et je vous dirais que, voilà, la vie, ça reste toujours l'aventure. Alors, l'aventure de notre vie avec les personnes polyhandicapées, c'est d'abord une disponibilité. Être disponible à la personne. Être réellement présent quand on est sur place avec une personne. Ça donne de la fluidité. Ça permet de... Ça prend un risque, parce que on reçoit aussi des chocs, mais c'est tellement important. Et puis alors, n'oublions pas, on a des compétences. Et il faut absolument qu'on continue à acquérir des compétences tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que la science évolue, parce que... voilà. Et je vous ai mis cette photo parce que c'est un atelier de musique qui a été inventé par une maman, infirmière, mais maman aussi, d'enfants polyhandicapés. Et j'ai été bluffée parce que dans cet atelier de musique, chaque séance était sanctionnée par un petit écrit où on disait ce que la personne avait fait, ce qu'elle avait réussi et ce qu'on allait faire la fois prochaine. Et c'est quand même extraordinaire. Et puis, la troisième chose, c'est l'engagement. J'ai pas peur là-dessus, parce que vous êtes tous engagés. Et si j'ai mis la photo qui est là, c'est parce que, justement, là aussi, il y a un engagement. Vous voyez, au milieu, il y a Andy, le géant handicapé. Je viens du Nord, c'est la région des géants. Et si vous pouviez ressentir ce que ça fait quand Andy, avec les autres géants, avec des personnes autour de nous, danse la danse des géants, le rigodon, dans un immense stade où il y a, je ne sais pas, une centaine de géants, et où Andy est juste partie prenante. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, Dominique. Je pense que vous avez d'une certaine manière synthétisé ces journées en nous recentrant sur les notions essentielles, la disponibilité, la compétence, l'engagement. Donc c'est ce qu'on doit retenir pour poursuivre notre travail ensemble. Et puis cette notion de danser ensemble aussi, je crois que c'est une très belle image de ce que l'on souhaite faire finalement. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que, je sais que vous êtes très contrainte par le temps. Ça va, j'ai encore un tout petit peu de temps. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, je vous amène le micro. Oui, encore moi, pardon. Mais juste, d'abord, on fait un chouette métier. J'avais envie de le dire depuis tout à l'heure parce que j'avais envie de la joie. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de... Vous avez parlé extraordinairement bien de vos métiers, chacun de ce qu'on fait, mais on fait un chouette métier. Moi, c'est... et le moteur, c'est la joie. On accompagne, moi, des enfants depuis 20 ans, enfants, adolescents, adultes, bref. Le truc, c'est que c'est la joie, la chaleur qu'on met en place, la rencontre, bien sûr, hein, pour paraphraser la stimulation basale et Andreas Fröhlich. Mais c'est d'abord ça. Ensuite, il y a plein de trucs qui me sont venus pendant que vous avez parlé avant. C'est la contrainte. Il y a un monsieur assez intelligent, pas très gentil avec sa femme, mais très intelligent, qui disait la contrainte fait naître le génie. Hein. C'est que ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'y crois vraiment. C'est que le Covid a montré que entraînait parfois des réponses de génie. Ça a accéléré plein de choses et ça a mis beaucoup de souffrance aussi. Et ensuite, dès qu'elles sont sorties, ces recommandations de bonne pratique, je les ai dévorées. Avec le PNDS aussi. Moi, j'attendais ça depuis des années. Je me suis dit, enfin, il y a quelque chose, un cadre. Alors, je les ai lus, on les a un peu partagés. À ma grande surprise, il y a eu pas mal de résistance en voyant ça, parce que tout de suite, ça mettait un cadre. Le cadre a fait peur. En disant, ça y est, ça va casser la créativité, etc. C'est pas mon avis. Mon avis, c'est que ce cadre, en plus, quand on lit bien et correctement ces recommandations, elle laisse beaucoup de liberté. Elle met un cadre, par contre, dans les moyens, on peut faire à peu près ce qu'on veut, dans la limite... voilà, c'est une bonne pratique, mais n'empêche qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Elles sont un support qu'on attendait depuis des années, et il y avait eu ça pour l'autisme. Le polyhandicap, on attendait ça avec... enfin, je sais pas, moi, mais je pense qu'on était quelques-uns. C'est un bonheur.
et d'autant plus que moi qui très attentif aux formations et à l'accompagnement, au développement de la vie affective et sexuelle et l'intimité, eh ben, il n'y avait rien dedans. Parce que non, il n'y a rien du tout autour du polyhandicap. Alors je me suis dit, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont oublié. Et la réponse qu'il y a eu, et j'avais suivi des formations de la Haute Autorité de la Santé, la réponse a été, alors, je ne sais pas si ça a été vu comme ça, mais ça a été, alors on ne l'a pas mis dans les recommandations de bonnes pratiques parce qu'on va sortir un livret exprès dans lequel on ne voulait pas polyhandicapiser, en fait, la vie affective et sexuelle des personnes polyhandicapées. J'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit, enfin, un pont sur, je parlais tout à l'heure de normaliser le normal et le poly, et que j'aime bien les ponts. Là, on s'est dit, tiens, on va faire un livret pour toutes les personnes accompagnement à la vie affective et sexuelle. Dedans, il y aura le polyhandicap, mais on ne va pas faire un livret à part. Et ben, j'ai trouvé que c'était un bon signe aussi, quelque chose qui faisait que ils font partie de quelque chose de commun. Il y a quelques années, on aurait fait un livret encore plus exprès, avec écrit il faut absolument ça, c'est hyper spécifique et très guidé. Là, peut-être qu'on va avoir la chance d'une ouverture, et avec bien sûr un cadre, mais quelque chose qui va amener une normalisation du polyhandicap. C'est presque c'est étrange à dire. Voilà, j'avais envie de dire ça. J'avais envie de dire que la joie, c'est important. Et aussi de dire, vous avez évoqué quelque chose avec ce géant qui est magnifique, merci. Moi, ça m'a évoqué quelque chose que j'entends, je crois que c'est tous les samedis ou tous les dimanches. Un monsieur, je crois que c'est Jean-Claude Amezen, qui dit « monter sur les épaules des géants pour voir plus loin ». C'est pas lui qui le dit, il y a quelqu'un de très connu qui l'a dit. Je trouve que c'est ça, c'est monter sur les épaules de Andy, c'est ça? Je sais plus comment. Andy, parce que c'est... Et monter sur ses épaules pour voir plus loin, c'est exactement ça le polyhandicap. C'est aller sur les épaules des personnes polyhandicapées pour peut-être voir encore plus loin l'humanité. Voilà. Merci, et merci de dire que le travail, ça peut aussi procurer de la joie, parce que je pense que c'est vrai, ça existe. Et je pense que j'en ai rencontré, comme on dit, des gens qui trouvent leur joie dans ce travail, et je pense qu'il y en a beaucoup ici autour des tables, et peut-être aussi devant leurs ordinateurs. Est-ce qu'il y a une autre question ? Sans regret. La der des der. Catherine. Merci Catherine. Non, moi, je voulais remercier pour la qualité, effectivement, de tout ce qui s'est dit cet après-midi et de ce qui a été souligné tout à l'heure. Cette disponibilité à la personne en situation de polyhandicap me paraît vraiment un élément fort, et notamment de prendre le temps du dialogue avec la personne polyhandicapée, en prenant le temps de s'adresser directement à elle et pas aux autres personnes autour, sans parler au-dessus de sa tête, de façon à pouvoir observer ses réponses et en tenant compte d'une éventuelle latence dans ses réponses, c'est-à-dire prendre en compte sa temporalité. Ça a été souligné très longuement dans les échanges par les professionnels. Vous l'avez ressouligné tout à l'heure. Et dans notre monde où tout doit aller vite, où on n'a jamais le temps de faire les choses, c'est peut-être une des principales fragilités des personnes polyhandicapées. Ce manque de temps qui ne nous donne pas le temps de les attendre et de les rejoindre là où ils sont. Et je pense que c'est ce que vous avez si bien souligné. Et je pense que c'est présent à la fois dans le PNDS et dans la recommandation HAS, et que c'est vraiment un point d'attention, effectivement, par rapport aux personnes polyhandicapées. Mais par rapport à toute personne. Et je pense que la pandémie, depuis 2 ans, nous a montré à quel point, finalement, la relation humaine était importante, puisque le fait d'empêcher ces relations humaines a fait plonger des gens dans la psychiatrie à tire-larigot. Et donc, la présence à la personne, c'est quand même l'aspect fondamental de l'être humain.
quand on a préparé ce colloque, on a eu quelques petites séances de travail, eh bien, le mot qui est revenu le plus souvent dans tout ça, c'était la rencontre. C'était, si vous vous souvenez, c'était la fin de mon introduction d'hier, c'est la rencontre avec le monde de l'autre. Et je pense que quand on a compris ça, on a compris l'essentiel.